Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, rebondissement dans l'affaire du trafic présumé de passeports diplomatiques. Le député Mamadou Sall placé sous mandat de dépôt. L'activiste Kilifeu sort de prison. Les derniers développements dans cette édition. Crise sociale à la Poste, 5 syndicats plaident pour la mise en place d'un observatoire de veille et d'alerte pour un dialogue social. On vous explique tout dans cette édition. Évaluation du plan d'urgence de l'aéroport international Blaise Diagne. Les autorités de l'AIBD se félicitent du déroulement de l'exercice Moussiba 2021. Reportage étonnant à suivre. Et puis l'actualité, c'est aussi l'amertume des chefs d'établissements privés catholiques. Ils dénoncent le recrutement des enseignants catholiques dans le service public. Selon eux, ces recrutements entravent le bon fonctionnement des écoles confessionnelles. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur documents administratifs. Le député Mamadou Sall a été placé sous mandat de dépôt ce matin par le juge du 2e cabinet. Les détails avec Yoram Ndiaye. Mamadou Sall, un des députés impliqués dans une affaire de trafic présumé de passeports diplomatiques, est envoyé en prison par le juge du 2e cabinet. Le face-à-face entre le parlementaire et le magistrat instructeur a été de courte durée. Le député du département de Salémata rejoint son présumé complice, le commerçant Elhaj Condé, contrairement à son collègue Boubacar Viliembo Biaye. Les mises en cause sont poursuivies pour association de malfaiteurs, escroquerie, blanchiment de capitaux, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écriture publique authentifiée. Joint au téléphone, Boubacar Biaye nous a signifié n'avoir pas reçu de convocation venant de la justice. Pourtant, son immunité parlementaire a été levée le 9 novembre en même temps que Mamadou Sall, même s'il avait clamé son innocence. Dès les premières secondes, j'ai dit au président de l'Assemblée, nul besoin pour moi de lever l'immunité parlementaire puisque ça va accuser en retard. Je suis disposé à répondre aux policiers ou au juge qui aura en charge ce dossier. Depuis le 6 septembre 2021, cette affaire de trafic de passeports diplomatiques n'a cessé de défrayer la chronique. L'enquête ouverte en début septembre avait permis l'arrestation de Elhaj Condé, considéré comme le cerveau du réseau. Il a été placé sous mandat de dépôt le 13 septembre. L'emprisonnement du député Sall intervient dans un contexte où d'autres agents de l'État sont impliqués dans une autre affaire de trafic de passeports diplomatiques. Les mises en cause des gendarmes et des civils sont entre les mains de la justice. Toujours dans cette affaire, l'activiste Kilifeu quitte la geôle. Le rappeur a bénéficié d'une liberté provisoire. Son avocat déclare vouloir poursuivre le combat jusqu'à sa libération totale. Voici Maître Moussa Sarr. Il a été entendu sur le fond de l'affaire. Il n'y a plus de trouble à l'ordre public. Je considère moi-même qu'il n'y a jamais eu de trouble à l'ordre public. Aucun risque de réitération. Il est régulièrement domicilié, marié, il travaille au Sénégal, ses enfants au Sénégal. Aucun risque de collision ni de connivence. À partir de ce moment-là, il n'y avait aucune raison aujourd'hui pour qu'il continue à rester en prison. Sa liberté a tardé à intervenir, mais au moins il est intervenu. Donc, cette décision, encore une fois, elle est conforme au droit et nous nous en félicitons. Et nous allons continuer le combat jusqu'à ce qu'il soit totalement innocenté, parce que j'estime encore une fois que les faits, les prétendus faits qui lui sont reprochés ne sont pas constitués d'une infraction. Et ces multiples incriminations retenues par le parquet en son encontre sont manifestement absurdes parce qu'il n'y a aucun rapport avec les faits de l'espèce. C'était juste des incriminations retenues pour pouvoir décerner contre lui un mandat de dépôt. Et il faut réduire le nombre pléthorique de prisonniers au Sénégal. C'est le sens de l'atelier organisé par IMCA Sénégal. L'idée est d'inviter les juges d'application des peines à
prononcer des peines alternatives à l'emprisonnement. Voyons tout cela avec Lamine Fall et Pape Sangoné Mbaye. Désengorger le milieu carcéral. Tel est le sens de l'atelier de réflexion initié ce jour par IMCA Sénégal, Union chrétienne des jeunes gens. L'aménagement des peines a été institué pour éviter que des personnes aillent en prison ou bien dans le but de réduire leur peine. En fait, il y en a plusieurs modes. Il y a le sursis, la probation, le fractionnement de la peine. En fonction de la mesure qu'on va appliquer, soit la personne ne va pas aller purger une peine, ou bien on va lui diminuer la peine, ou bien on va lui demander de faire un travail au bénéfice de la société. Pour ce faire, IMCA, de concert avec le ministère de la Justice, invite les autorités judiciaires à prononcer régulièrement des aménagements de peine. La loi a existé 20 ans après, sa mise en œuvre pose problème. Cela veut dire que même nous, qui sommes organisation de la société civile, nous ne maîtrisons pas la question. Maintenant, la particularité de IMCA, c'est que, mais très tôt, nous avons été en contact avec le ministère de la Justice, avec les autorités qui s'activent dans la justice, pour d'abord comprendre la question. Ce qu'on a constaté au niveau des juridictions, c'est que la plupart du temps, c'est le sursis qui est appliqué, et puis l'ajournement de la peine et la dispense de peine. Mais il y en a d'autres. Le problème, c'est que ces autres modes d'aménagement des peines ne sont pas souvent appliqués. Des politiques d'aménagement de peines ou encore de peines alternatives qui peuvent s'avérer bénéfiques pour l'État et pour les populations. Nous avons décidé de sensibiliser les juges du TGI de Dakar, en tout cas dans les juridictions de jugement, pour qu'ils puissent prononcer ces peines alternatives-là. Elles regroupent énormément d'avantages. Nous parlons beaucoup de surpopulation carcérale. Ne serait-ce que l'application effective et entière de ces peines alternatives-là constituerait en tout cas une solution pertinente à cette surpopulation carcérale. Accompagner les jeunes en conflit avec la loi et contribuer ainsi à la réinsertion des ex-détenus. Telle est entre autres la noble mission que s'est lancée IMCA Sénégal pour une population carcérale dépeuplée. Merci Lamine. Dans l'actualité parlementaire, 8 projets de loi ont été votés ce mardi, parmi lesquels le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier la Convention générale de coopération entre le Royaume de Belgique et la République du Sénégal. C'est de bon augure pour le développement économique du pays, selon la chef de la diplomatie sénégalaise, Maître Aïssata Tall Sall. C'est l'inclinaison sur la diplomatie économique qu'a voulu Monsieur le Président de la République. De tous ces accords, de toutes ces conventions, les 7 portent sur l'économie. Comment assurer de façon plus sûre encore la navigation maritime, parce que nos marchandises y passent avant même les personnes. Comment faire de telle sorte que nous puissions avoir une agence africaine pour le médicament qui va réguler non seulement la production des médicaments, mais qui va s'assurer que les médicaments qui sont commercialisés sur le continent africain sont des médicaments sûrs. Quand nous imaginons ce que les faux médicaments, ce que les médicaments sans principe actif, ce que les médicaments sans molécules sont en train de faire comme ravage sur la santé publique, la santé de nos populations, vous pensez bien que c'est un instrument extrêmement important dont nous venons de nous doter. Également, entre nous et la Mauritanie, comment ensemble assurer la gestion, l'exploitation de notre important gisement de gaz à Grande Tortue, à Emehim. Voilà ce dont il est question aujourd'hui. Et je pense que honnêtement, en regardant la nature de ces conventions et de ces accords, la représentation parlementaire a bien compris que c'est la diplomatie économique qui est mise en œuvre là par nous sur instruction de Monsieur le Président de la République. L'autre grand titre de cette édition, c'est la tension sociale à la Poste. 5 syndicats prônent désormais la création d'un observatoire de veille et d'alerte pour un dialogue fécond. L'objectif est de ramener la stabilité au sein de la société. Voyons tout cela avec Fatbintou Conté et Amadou Ba. On n'est pas sans savoir que la Société nationale La Poste vit des moments difficiles. La qualité de la continuité du service et de la liberté de travail sont bafouées. La dignité humaine mise à rude épreuve et l'outil de travail fragilisé.
rendant plus précaire la situation de notre entreprise. Un climat délétère au sein de l'entreprise qui a amené 5 syndicats réunis autour d'un cadre unitaire de condamner la violence dans la boîte. Le cadre unitaire des syndicats, dans son rôle déterminant de concilier l'engagement syndical à l'évolution du service et des conditions de vie des travailleurs, condamne vigoureusement les sorties hasardeuses qui discréditent notre institution et la jettent en pâture devant l'opinion publique nationale et internationale. L'engrenage de la violence sous toute forme, les grèves sans préavis et les abandons de poste, le départ massif de nos clients et partenaires. Cette situation amène les travailleurs à demander la mise en place d'un observatoire de veille et d'alerte pour un dialogue social. Au directeur général, personne morale de l'entreprise, de mettre en place un observatoire de veille et d'alerte pour un dialogue social axé sur la construction d'accords conciliants et de consensus dynamiques. Le cadre unitaire appelle aussi les travailleurs à un changement de paradigme, surtout face à cette rude concurrence et de respecter l'outil de travail. Lance un appel à tous les travailleurs en les exhortant à un changement de paradigme parce que face à une concurrence déloyale et de plus en plus rude, face à une clientèle avec de nouveaux besoins et de nouveaux droits, doit répondre une prise en charge faite d'écoute, de proximité, d'anticipation, mais surtout de quiétude et de paix. L'arbitrage du chef de l'État est souhaité par les postiers dans cette situation d'embrouille. Stop à la malversation financière dans la haute administration. Le leader du parti politique Visa, Déthié Diouf, exige plus de transparence dans la gestion des affaires publiques. Le voici avec Chérif Dia. Le Sénégal mérite mieux et plus que ça. C'est regrettable et ça n'augure pas de très bonnes perspectives. Il y a ce qu'on appelle la culpabilité et la responsabilité. Si on est dans un pays dans lequel personne n'est jamais coupable, personne n'est jamais responsable, il y a problème. Et ça a commencé depuis 2000. Les initiatives prises par le président sont extrêmement importantes, les structures de contrôle. Mais le président manque lui-même d'une unité opérationnelle de suivi. Ce qui se passe au Trésor est encore catastrophique. On tombe des nues. On se rappelle au début du magistère du président Macky Sall, on avait fait le truc sur les fonctionnaires. Plus de 10 000 fictifs. Qu'est-ce qui en a été fait? Rien du tout. Les bourses, de même. Donc il faudrait savoir situer les responsabilités, sanctionner positivement ou négativement selon les fautes. Moi je pense qu'il y a des secteurs qu'on doit dépolitiser. C'est-à-dire qu'il y a des secteurs très stratégiques. Le ministère des Finances ne doit pas être occupé par un acteur politique direct. Donc tu peux être un acteur mais pas un acteur politique qui va être élu ici ou là. Exercice de gestion de crise, grandeur nature à l'aéroport international Blaise Diagne. Il s'agit d'une évaluation du plan d'urgence de l'AIBD et les différents axes liés à la sécurité et à la sûreté de l'aéroport. L'opération qui s'est déroulée hier a été jugée satisfaisante par les autorités de l'AIBD. Voyons tout cela avec Cheikh Anta Diop et Seila Tir. Garantir la sécurité des personnes au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, les autorités aéroportuaires ne sont pas restées insensibles à la relative recrudescence du terrorisme noté dans la sous-région. C'est un exercice réglementaire au niveau de l'aviation civile, des procédures de sûreté et de sécurité pour tester les capacités de réaction en cas d'urgence. Cet exercice également nous a permis d'identifier les pistes et les investissements nécessaires à faire pour mettre notre aéroport aux normes internationales. Les forces de l'ordre ont concocté un important dispositif de sécurité avec pour mission l'identification et l'éradication du terrorisme. Au menu de cette simulation, ce sont les opérations de sécurisation d'envergure qui ont été peaufinées. On peut dire que l'exercice a réussi parce que nous avons mis à l'épreuve notre plan d'urgence qui a d'autres démembrements en plan sectoriel de chaque unité de cet aéroport-là. Et chaque entité a pu jouer son rôle normalement. Parce qu'ici, quand on sonne l'alerte, mais c'est toute la gendarmerie qui sort dans un premier temps, et c'est toute la CGTA, donc c'est toute une compagnie qui fait 200 et quelques personnes. Il y a la police, il y a la douane, il y a le LAS,
Il y a les pompiers de la SECNA qui sont là. Augmenter maintenant de la BNSP, qui est un partenaire stratégique de l'aéroport. Donc c'est toutes les capacités de l'aéroport qui sont mises ensemble pour vraiment que cet exercice-là soit une réussite. D'autres actions similaires pourraient suivre selon les autorités pour davantage sécuriser l'aéroport international Blaise Diagne dans cette période marquée surtout par la montée en flèche du terrorisme. Et toute autre chose, les chefs d'établissement, les établissements privés catholiques fustigent le recrutement de leurs enseignants dans les écoles publiques, un acte déloyal qui dérègle le bon fonctionnement des écoles confessionnelles selon ces chefs d'établissement catholiques. Écoutons Pascal Sen, directeur d'école à Kaolack. Nous déplorons véritablement le recrutement des enseignants catholiques dans le privé, dans le public. Un recrutement que nous qualifions de déloyal en ce sens que ça a brouillé le système éducatif au niveau des écoles catholiques de manière pédagogique et de manière administrative. C'est donc un appel tout simplement que nous lançons en rappelant que nous sommes des collaborateurs de l'État dans le cadre de l'éducation, car nous sommes conscients que l'éducation de qualité permet à une population d'émerger. Encore renouveler auprès de l'État notre disponibilité à collaborer pour un Sénégal développé. Lancement des travaux de l'agropôle sud à Adéane. Le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes entreprises a procédé au lancement des travaux de l'agropôle sud à Adéane. Moustapha Diop a expliqué dans son allocution le bien fondé de ce pôle industriel qui couvre les régions de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda. Nous l'écoutons avec notre équipe dans le sud. Lors des inscriptions sur les listes électorales, Ziguinchor a eu un nombre d'inscrits de 4668. Aujourd'hui, avec le démarrage de la distribution des cartes électeurs, un premier lot de 195 cartes avait été acheminé à Ziguinchor. Ma présence aujourd'hui à Adéane pour procéder au lancement des travaux de l'agropôle sud témoigne de l'attachement du président de la République à la région naturelle de la Casamance. Plus qu'un symbole, le choix de la Casamance comme première zone d'implantation des agropoles se justifie par le fait que la Casamance illustre à merveille le bien fondé des agropoles en raison de ses nombreuses potentialités et richesses agroécologiques sous-exploitées et faiblement valorisées. En effet, la Casamance fournit à elle seule 56% de la production nationale de mangue et 80% de la production nationale d'anacarde. Malheureusement, 30% à 45% de cette production sont perdus après la récolte, à cause entre autres du déficit infrastructurel, technologique, logistique et financier. Cette situation impacte négativement sur le taux de transformation des filières prioritaires retenues, qui se situe à 2% pour la mangue et 5% pour l'anacarde. Descente d'une équipe de la direction de la réglementation touristique du ministère du Tourisme et des Transports aériens à Kédougou. Objectif de cette visite dans la partie du sud-est du pays, jauger le niveau de conformité entre les services offerts et les normes standardisées des réceptifs hôteliers de la région. Cette mission s'inscrit dans le cadre du reclassement des réceptifs hôteliers lancé par le gouvernement. Ibrahima Djebakhaté. Sur un parc hôtelier de 38 établissements que compte la région de Kédougou, seuls 13 réceptifs hôteliers sont éligibles à la norme CEDEAO de 1999, soit un taux d'éligibilité de 34,21%. Cette situation s'explique par le fait que bon nombre de promoteurs peinent à remplir les conditions d'éligibilité. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez les chambres, déjà, sur le plan de l'agacement, sur le plan maintenant de la décoration, mais également tout ce qui doit être comme information à afficher au niveau des chambres, il y a des manquements, il y a des efforts à faire. On prend par exemple les équipements de premier secours,
pour la sécurité, on voit qu'au niveau des extincteurs, il y a des choses à faire. Parce que souvent les extincteurs nous sont dire que nous sommes dans une région transfrontalière où les défis sécuritaires sont en tout cas très importants. Donc c'est pourquoi au niveau des établissements, nous avons recommandé fortement, n'est-ce pas, aux exploitants, n'est-ce pas, de disposer de registres de sécurité, mais aussi de registres de fiches de police pour pouvoir en tout cas tracer les flux de visiteurs importants. L'autre difficulté que rencontre bon nombre de promoteurs, c'est la confusion entre la famille et l'équipe de l'entreprise qui ne facilite pas la rentabilisation des investissements à cause des recrutements familiaux. Merci Brema. Et puis dans l'actualité sportive, le sélectionneur Aliou Cissé va publier la liste des Lions du Sénégal pour la CAN 2021 le vendredi 24 décembre prochain. Une liste élargie à 28 joueurs pour cette compétition CAN 2022. Une liste qui ne devrait pas avoir de très grandes surprises, cher Sadibou Diarra. Pas de surprise, plutôt des retours d'habitués de l'équipe nationale du Sénégal. C'est l'attente de Ndofène Fall à quelques jours de la publication de la liste des Lions pour la CAN Cameroun 2021. Pour lui, l'essentiel est de consolider le groupe. L'équipe nationale a déjà un noyau dur. Il y a que de temps en temps, nous découvrons l'oiseau rare. Et comme c'est une équipe nationale, elle est ouverte par la droite et par la gauche. Souhaitons que Aliou arrive au bon moment avec que les garçons soient en bonne santé et soient disponibles pour pouvoir répondre favorablement à la convocation de Aliou. Mais un garçon comme Baïnian mérite actuellement d'être rapproché. Il est vrai que trop de bien n'a jamais nuit. Aliou vraiment a de quoi constituer une bonne équipe et comme on le dit, nous avons Moutindamli. Le capitaine Khalidou Koulibaly et l'attaquant Ismaïla Sarr, loin des pelouses depuis 2 semaines, vont très probablement faire partie de la liste. Un couteau à double tranchant sur leur état de forme à la CAN qui démarre le 9 janvier prochain. En arrivant, ils n'auront pas suffisamment de compétition dans les jambes, mais ils auront plus de fraîcheur que les autres. N'oublions pas que le Danemark a remporté une Coupe d'Europe alors que les joueurs étaient déjà en vacances. Si ça tire en longueur, cette fraîcheur-là peut être un avantage certain. Nous verrons maintenant le moment venu quels sont les meilleurs Sénégalais. On va composer la meilleure équipe possible pour aller remporter cette Coupe d'Afrique. Le sélectionneur Aliou Cissé va publier la liste des Lions le 24 décembre prochain. Une sélection numéro 1 en Afrique au classement de la FIFA et candidate au titre continental. Un statut qui en fait une cible. Et attention, cher Sadibou, le trouble fait peut s'appeler Omicron durant cette compétition. La propagation du variant du coronavirus Omicron peut-elle gâcher la fête du football africain? Le doute subsiste malgré la confirmation du patron de la CAF. Dans tous les cas, le renvoi de la compétition, eh bien c'est non pour les férus du football. Ce reportage de Marcel Farba Maroun et Alun Diagne. Depuis quelques jours, la possibilité de renvoyer la Coupe d'Afrique des Nations à une date ultérieure est très sérieusement évoquée. Dimanche dernier, une réunion d'urgence du comité exécutif de la Confédération africaine de football s'est même tenue à Doha, au Qatar. Les voix qui ont déclaré être contre ont été largement majoritaires, à l'exception de celles du Maroc, de l'Égypte et du Burkina Faso. Qu'en pensent alors les Sénégalais? Je pense que les Européens veulent juste sauver leur championnat, mais tout le monde sait que l'on peut disputer cette CAN début janvier. Pourtant, on joue bien en Europe. Vous voyez comment leurs stades sont remplis. Les gens viennent de partout pour regarder les matchs. Donc pour moi, le variant Omicron n'est pas une raison valable. Les Européens ne veulent pas de la tenue de cette CAN. Dans leurs discussions, on peut le sentir. Ça risque en fait de gâcher leur plan. Prenez l'exemple du Paris Saint-Germain ou du Napoli. Si leurs joueurs africains s'en vont, ils auront de sérieux problèmes. Outre la quasi-totalité qui n'imagine pas un seul instant le report de la plus prestigieuse des compétitions africaines, il y a Samuel Eto'o qui partage l'avis de la majorité. Le nouveau président de la Fédération camerounaise de football n'a pas manqué de tacler certains Africains qu'il considère comme des complices. Pour ces passionnés de ballon rond que l'on a rencontrés, les dirigeants mais aussi les joueurs africains doivent prendre leurs responsabilités. Je suis en colère contre nos dirigeants. Ils doivent savoir que cette CAN est une fierté pour nous. Les joueurs aussi doivent savoir que les couleurs nationales sont supérieures à leur club. Ils doivent montrer
qu'il n'y a personne qui soit supérieur aux Africains. De son côté, le président de la FIFA, Gianni Infantino, est attendu ce mercredi à Yaoundé et aux alentours. À l'issue de diverses rencontres, l'on devrait savoir si la Coupe d'Afrique des Nations sera reportée ou non. L'occasion de se demander en quoi les affaires de la CAF préoccupent-elles la FIFA. Et puis dernière note de cette édition, l'actualité internationale, fenêtre sur le monde avec Daniel Diouf. Au Soudan, ce sont des centaines de personnes qui ont accompagné le cortège du manifestant abattu mardi d'une balle dans la tête. 3 jours plus tôt, le jeune homme protestait contre la prise de pouvoir des militaires. Ses proches lui ont rendu hommage en organisant des funérailles collectives en son honneur, comme on peut le voir sur ces images. Et puis ces images d'une bagarre survenue lundi en fin de journée au Parlement ghanéen, c'est à la suite d'un débat sur un projet de taxe relative aux transactions électroniques, un sujet houleux qui divise le Parlement depuis de nombreuses semaines. Ces députés se sont violemment précipités vers l'avant de l'hémicycle lorsque le président du Parlement a suggéré de voter le texte dans le cadre d'une procédure d'urgence accélérée. En attendant, le vote de la procédure d'urgence a été reporté au 18 janvier. L'aéroport de Sanaa, capitale du Yémen, aux mains des rebelles, il ne peut plus accueillir des vols humanitaires après des frappes aériennes de la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite. Riyad qui dit riposter à des attaques de drones, le directeur de l'aéroport a indiqué à l'AFP que des entrepôts pour les marchandises importées et celles destinées à l'exportation avaient été détruits. Et puis ces images qui nous arrivent de Johannesburg, en Afrique du Sud, des grands-mères qui se sont mises à la boxe pour rester en forme et lutter contre la vieillesse. Des femmes âgées de 65 à 83 ans. Outre la motivation de repousser la vieillesse, l'une d'entre elles dit essayer de trouver des moments de réduire le poids des maladies chroniques comme le diabète. D'ailleurs, un document de recherche rédigé par 4 auteurs sud-africains démontre que l'exercice régulier chez les personnes âgées améliore la posture et l'équilibre, entraînant une réduction de la fréquence des chutes. Et oui, Daniel, le sport, c'est à tout âge et des jeunes devraient en prendre de la graine. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé cette édition. L'info continue dans Soir d'info avec vous, Papa Blader. Vous recevez ce soir Monsieur Demba Seydi. C'est à vous. Pour Chérif Cheikh Ahmed Tidiane,